La réalité de la Shoah dépasse souvent l'imagination. Les faits commis contre des hommes, des femmes et surtout des enfants sont terrifiants, horribles, insupportables. Israël, État des Juifs, marque chaque année ce passé horrible, dans lequel 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri, broyés par la folie meurtrière d'hommes qui croyaient en un monde sans Juifs. Nous avons décidé à infolife.tv de diffuser des courts-métrages qui forment un ensemble, amenant le spectateur à la réflexion, l'introspection et l'interrogation. Ces courts-métrages hyper réalistes seront diffusés dès aujourd'hui, et ceci durant toute la semaine du souvenir de la Shoah. Alors, oui, en fait, parce que quand j'étais petit, bon, je veux dire, moi, le judaïsme, je me foutais pas mal, quoi. En tout cas, ce que je me foutais, c'est d'être juif ou pas juif, quoi. C'était pas quelque chose qui était pour moi important. Et donc, mes parents avaient très très peur, comme ça, que je perde mon identité. Hein, que je perde comme ça mon judaïsme. Alors, ils me montraient plein de choses, ils me montraient... je me rappellerai toujours, quoi. C'était quand on est passé à la télévision Holocauste. C'était le premier film comme ça, de fiction, ça, Holocauste. Et le même soir, il y avait un film, c'était sur Lassie, la chienne Lassie. Et moi, je voulais voir Lassie à fond à la télévision. Et je me rappelle, c'était la folie, quoi. Je dis à mes parents, mais pourquoi tu veux regarder Holocauste? Moi, je veux voir Lassie, etc. J'aime bien Lassie. C'est bien, c'est des belles images, Lassie, quoi. Je dis, quoi, t'es pas juif, tu te sens pas juif, tu veux voir Lassie, il y a 6 millions de morts, et toi, tu veux voir Lassie? Qu'est-ce que t'es? Honte sur toi? Même pas honte, t'es con, quoi. Même pas t'es con. Bah, ta chambre, non, hors de question de voir Lassie, en tout cas. Et moi, j'avais envie de voir Lassie, quoi. Alors, tout ça pour mon judaïsme, quoi. Alors, ils montraient des reportages, style Arte, où on voyait des millions de mecs aller à l'abattoir, se faire tuer, rentrer dans des fosses, se faire brûler. C'était ça être juif, quoi. Moi, je voulais surtout pas être juif, quoi. S'ils étaient pour mourir comme ça, quoi, c'était terrible, quoi. Et on me disait, oui, tu comprends, c'est ça, le judaïsme, faut apprendre, faut connaître. C'était terrible. Comment voulez-vous que moi, je puisse devenir juif, ou... Quoi, je l'étais déjà, d'ailleurs, mais pas avec ces genres d'images-là. J'ai pas envie. Qui c'est qui a envie de devenir ça? Je préférais voir Lassie. Non, mais franchement, quoi. Et ça a été très mal ressenti. Jusqu'à maintenant, on me fait des reproches. Hein. Non, ça s'est calmé. Parce que j'aime plus Lassie non plus. Alors j'avais pris rendez-vous avec un camarade à moi à Paris, vers Saint-Michel, comme ça, au café La Périgourdine. Et quoi, c'est un endroit qu'on connaissait bien, quoi. Et à l'époque, quoi, j'avais une superbe étoile jaune sur le revers de mon veston. Et franchement, ça me cassait vraiment les pieds, quoi, parce que c'était vraiment moche, quoi. Il y a toujours des vestons bien noirs, quoi, impeccables. Et puis j'avais cette étoile vraiment qui était en tissu jaune, comme ça. Quoi, je la trouvais vraiment pas belle, quoi. J'aurais voulu un truc beaucoup plus mieux, quoi, soit plus brillant pour aller mieux avec mon veston, quoi. Et non, c'est un peu con peut-être de dire ça, un peu dommage, mais c'est vrai que j'aurais voulu quelque chose de plus saillant. Parce que je trouve que ça n'allait pas du tout, quoi. Bon, mais ça nous avait été tous imposé, quoi, donc tout le monde l'avait, mais moi ça me cassait vraiment les pieds, quoi. Donc j'avais rendez-vous avec Stéphane, un copain à moi, et
Stéphane avait strictement rien à voir avec. Bon, d'abord, un, il n'était pas juif. Deux, il n'avait strictement rien à voir, rien à faire de la politique, de la nouvelle législation vichiste, etc. Et je lui dis, écoute, il y a un truc super en ce moment, c'est d'avoir une étoile jaune sur le revers de son veston. C'est très classe, quoi. Parce que je voulais m'en débarrasser, quoi, en fait. Donc, je lui passe l'étoile en question. Lui était hyper content, quoi. Et bon, et donc à midi, quand on se dit au revoir, etc., il rentre chez lui, il demande à sa mère de la coudre. Bon, sa mère refuse, parce que bon, avec sa mère, ça a toujours été des relations impossibles, quoi. Chaque fois qu'il lui demandait quelque chose, elle refusait. Bon, donc il se débrouille lui-même, bon, il prend de la colle, je crois, il puisse la colle, son veston. Et on devait se revoir vers les 14h, quoi, après manger. Et je l'ai jamais revu. C'était la dernière fois que je l'ai. Je pense qu'il a été déporté à cause de moi. C'était en septembre 1943 à Paris. J'habitais à l'époque avec mes parents et ma sœur. 3e étage d'un immeuble. Et un soir de septembre, il faisait particulièrement chaud. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Et je me suis levé sans faire de bruit, parce que j'étais dans la même chambre que ma sœur. Et donc, je me suis levé et je suis directement allé dans le salon prendre des bouquins porno qui se trouvaient dans le buffet en dessous du vaisselier. C'était des livres que mon père avait, mais que je n'avais jamais lus. Et donc ce soir-là, je décide donc de descendre avec ces livres pour me masturber, parce que j'avais une folle envie, quoi. J'avais besoin. Et donc je descends l'escalier doucement. Et je me retrouve en fait dans une petite pièce qui est en dessous de l'escalier, justement. C'est une petite pièce que la concierge utilise pour entreposer tout son nécessaire de ménage, les balais, les brosses, produits d'entretien et seaux. Et donc j'ai fermé cette petite porte, j'ai allumé la lumière, il y avait une petite ampoule comme ça qui brillait dans cet endroit très, très petit. Puis j'ai commencé à feuilleter, et puis bon, le désir est monté, et en plein désir, je me rappelle très bien, j'étais en pleine érection comme ça. J'entends soudainement des grands bruits comme ça, la grande porte de l'immeuble qui s'ouvre, et des pas de personnes en train pas de marcher, vraiment de monter à 4 marches, je peux lui remonter très très rapidement l'escalier, et puis des bruits, des cris, etc., des pleurs, un truc indescriptible, et moi j'étais là dans ma petite pièce comme un con en train de me branler, je pouvais strictement rien faire. Et j'ai attendu peut-être 10 minutes, je sais pas, ça m'a paru court, très court en même temps. Et quand je suis sorti de la pièce, quand le silence s'est fait, qu'il n'y avait plus personne, je suis remonté à l'appartement, et là j'ai vu l'appartement en désordre, plein d'affaires par terre, toutes les lampes, la table, tout était cassé dans le salon, la chambre, ma chambre, total désordre. Et j'ai appris que la police était arrivée, qu'ils avaient amené mes parents et ma sœur, et qu'ils avaient été déportés. Et voilà, et à la libération, je les ai plus jamais revus. Ils sont morts.
je me rappelle, j'étais au collège quand j'étais petit. J'étais en cours d'histoire géo et la prof d'histoire géo me dit, elle nous fait un cours sur la Seconde Guerre mondiale et sur la politique antisémite des nazis et de toute la propagande antisémite de l'époque. Et je me rappelle, elle se tourne vers moi parce qu'elle avait eu mon frère quelques années auparavant, donc elle savait qu'on était juifs. Et puis elle me dit, est-ce que Fabien a un grand nez? Alors tous mes camarades disaient non. Est-ce que Fabien il a des grandes oreilles? Je me rappellerai toujours cette connerie. Il dit non, il n'a pas des grandes oreilles. Alors tout le monde non, il n'a pas des grandes oreilles, non. Et puis j'entends mon voisin qui me dit ouais mais il a de l'argent. Hyper doucement, moi je commence à m'éclater derrière quoi. Puis j'avais hyper les boules quoi. Tout d'un coup je me retrouvais presque l'exemple, le modèle. Et elle trouvait que c'était super ce qu'elle avait fait. Tout d'un coup elle avait prouvé la bêtise de la politique antisémite en mettant en avant moi quoi. Et moi j'étais je sais pas comment prendre ça. En tout cas j'étais assez mal quoi. Et je me rappelle, bon les mois se passent, etc. Moi j'oublie ça, surtout j'en parle pas à mes parents, imaginez quoi. J'avais déjà, j'ai pas un truc à raconter quoi, pas à mes parents en tout cas. Et quelques mois après il fallait commencer à faire très très beau. Et souvent à la sortie du collège, devant la grande grille, il y avait toujours cette camionnette où il y avait des glaces et tous les enfants allaient vers acheter des glaces, etc. Et moi je m'achète peut-être première fois depuis 30 ans une glace. J'aime pas les glaces, bon. J'achète une glace. Et je fais le chemin avec ma glace dans la main, là, jusqu'à l'arrêt de bus pour rentrer chez moi, avec une copine. Et la copine elle me dit tu me passes ta glace? Et puis moi je lui dis non, je veux pas te passer la glace, quoi. Mais pas parce que j'avais envie de la manger, point. Bon. Elle me dit on fait pas le juif. Je la regarde à fond, vraiment. Quoi, je fais pas le juif. Je dis comment ça se fait? Une espèce d'antisémite et tout, quoi. Elle me dit mais non, c'est une expression, tout le monde le dit, ça veut pas le juif, ça veut dire sois paradin, quoi. Alors, ouais, c'est une expression, elle me plaît pas, cette expression. Il y a plein d'expressions qui me plaisent pas, mais celle-ci en particulièrement, quoi. Mais, ou alors un jour je me rappelle, j'étais avec un copain, on devait partir en week-end, parce que son père avait un bateau, et il me demande, tu vas venir avec nous faire du bateau? Alors je lui dis, ouais, ok. Et comme j'habitais à 2 pas de chez lui, je rentre chez moi, je dis, maman, je vais partir avec Laurent faire du bateau. Alors elle me dit, mais non, tu peux pas, t'as oublié que t'avais rendez-vous quand on allait voir tata et tonton cet après-midi. Alors je dis, mince, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Donc je retourne, 5 minutes après, je me retrouve là-bas, je me dis, écoute, je suis désolé, mais j'ai complètement oublié, je peux pas venir. J'avais un rendez-vous, je peux pas venir. Et à sa mère qui me dit, pourquoi tu viens pas? C'est parce qu'il faut amener ton sandwich? Quoi, c'est pas possible, quoi. Je dis, non, ça va pas, quoi. Et puis, non, je dis non, alors je lui réponds, non, parce que je dois voir mon tonton et ma tata. Et puis, ah bon, d'accord. Puis bon, je suis retourné. Mais quand elle m'a demandé d'amener mon sandwich, que c'était plus ou moins le problème d'amener son sandwich, du style que moi, c'est parce que je devais amener quelque chose à bouffer que je n'allais pas venir, ça m'a embêté, quoi. Et en même temps, je disais, ouais, bon, les gens, ils sont comme ça, quoi. C'était même pas de la révolte, hein. Oh là là, pas de révolte, surtout pas. C'était, ben ouais, une sorte de résignation. Mais résignation, je sais pas comment on peut la qualifier, cette résignation. Autant de ma part que de la leur, quoi. C'est une sorte de résignation. Il n'y avait plus aucune explication à donner, quoi. Alors c'est après que j'ai été déporté avec
quand j'ai été déporté, d'abord j'étais dans un camp de transit, et puis après directement on m'a mis dans le camp. Et puis là je me suis retrouvé avec 3 copains, quoi. En tout cas trois copains. Et il y en avait un vraiment qui voulait se tirer, quoi, qui voulait vraiment quitter le camp, quoi. Et qui toujours trouvait des plans, ou essayait de trouver des plans pour pouvoir s'évader, etc. Moi j'étais pas trop chaud, parce que bon, je me disais toujours on va nous découvrir, ça va s'arrêter un jour ou l'autre, cette connerie, et on va pouvoir partir, quoi. Et j'avais un troisième copain, lui, qui était follement amoureux d'une fille. Et pour lui, il était hors de question de quitter le camp, quoi, parce qu'il était follement amoureux d'elle, quoi. Et donc c'était toujours des discussions à non plus finir entre les deux, lui qui voulait s'évader du camp, etc., parce qu'il en avait marre de ces conditions, puis l'autre qui voulait rester avec sa copine, quoi, parce que ils s'entendaient super bien, hein. Et bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que celui qui voulait s'évader, bon, il s'est fait tuer, quoi, parce qu'il n'a pas réussi. Et puis nous, bon, on a tenu le coup, quoi, et on a été libérés par les Russes. Et d'ailleurs, à la libération, leur couple a cassé, quoi. Et lui, il était hyper malheureux, quoi, parce que il tenait super à cette fille, mais ça n'a pas marché, quoi. Donc vraiment, ça n'a pas été facile pour lui, la libération, quoi. Voilà. Alors il n'y a pas très longtemps de cela, je me rappelle très bien. Mon beau-père avait retrouvé une superbe étoile jaune, comme ça, il attend de la guerre, et il m'a demandé de la mettre sous verre, comme ça, et de l'accrocher dans le vestibule, en face de la porte d'entrée, parce que pour lui c'était presque une fierté, quoi, d'arborer cette étoile jaune, comme ça, comme signe d'un passé, comme ça, une condition qu'on avait dépassée. Et ma femme était tout à fait contre ça, parce qu'elle disait, elle disait à son père, mais comment tu peux mettre sur le mur un signe d'asservissement, hein, je vois pas en quoi il faut mettre sous verre une étoile jaune, quoi. On nous a imposé ça, et maintenant toi tu vas nous mettre cette étoile jaune sous notre nez tous les jours. Chaque fois qu'on va ouvrir la porte de la maison, on va voir cette étoile jaune. Et lui, il dure comme comment on dit, dur comme fer. Il disait non, il faut mettre ça sur le mur, c'est important de savoir, etc. Alors c'est important de savoir, c'est vrai, mais bon, mettre ça dans le vestibule, ça craint. Ça craint. Alors, il y a toujours quelque chose qui m'a profondément énervé, vraiment, c'est quand mes grands-parents ou mes parents parlaient yiddish, parce que je comprenais strictement rien. Et ils parlaient yiddish justement pour que nous, les enfants, ne puissions pas comprendre ce qu'ils étaient en train de parler. Et ça me mettait vraiment... ça me cassait les pieds, quoi, en fait, hein. C'est de facto, on me demande de sortir tout en restant dans la pièce, quoi. Et c'est comme quand je regarde des émissions sur Arte. D'ailleurs, je me rappelle, on ne dit pas Arte, on disait Artung. Tu regardes Artung ce soir? Je dis non, regarde Arte. Parce que tout le temps, c'est des émissions thématiques
très, très intéressantes, hein, très instructives, etc. Tu sais, ces longs commentaires où on voit une personne, un long plan fixe, comme ça, parler, en yiddish avec sous-titré. Alors des fois, quand c'est un fond blanc et que les sous-titres sont en blanc, on voit rien. C'est vraiment très énervant, quoi. En blanc sur blanc, quoi. Et puis on entend, oh, Hitler, ça c'est terrible, quoi. Vraiment terrible. Ça n'engage que moi, quoi. Et puis, non, ça n'engage que moi, c'est vrai. Mais, c'est vrai que des fois j'ai envie d'émissions, je dirais pas plus gay, mais plus ludique, quoi. Où, par exemple, dans une pièce, on met 10 vieux, et puis ils ont chacun un numéro, puis il y a une super fille qui est habillée style en hyper sexy, quoi. Tu sais, avec les oreilles de lapin, un peu comme ça, voilà. Et puis qui tire dans son chapeau un numéro, puis hop, c'est celui dont le numéro a été tiré qui pourra sortir son témoignage. Alors les autres ils sont super tristes, etc. Ils se disent, oh. Mais au moins, je veux dire, il y aurait une certaine... ce serait plus drôle. Et chaque semaine, on devra sortir du chapeau la carte de l'euro gagnant, celui qui pourra témoigner de ce qui s'est passé. Et je suis sûr que... D'ailleurs, je pense qu'il y aura beaucoup plus de téléspectateurs qui regarderaient ça s'il y avait plus de filles nues, quoi. Si c'était plus sympa. Avec un fond rouge, un super fond rouge comme ça, avec plein de petites lumières qui clignotent. 10 chaises au fond du mur avec 10 petits vieux comme ça qui attendent dans une sorte de salle d'attente. Et puis un super commentateur qui dit, eh bien, ce soir, soirée de témoignage. Hein, nous avons ici Samy, Moshe, Albert, Paul, Jacques, Sarah. Et ce soir, quel va être l'heureux gagnant, celui qui va pouvoir témoigner de son histoire. Alors t'as une super minette qui arrive, blonde, style calendrier Canal+, et qui sort de son super chapeau un numéro. Et c'est le numéro 8 qui a été choisi. Et on voit un petit vieux comme ça qui lève les mains, comme ça, ouais. Alors les autres s'en vont. Hop, gros plan sur le vieux, et puis il raconte son histoire. Et à la fin, il a peut-être gagné un week-end dans un centre de thalassothérapie, quelque chose comme ça, quoi, un truc super pour lui. À Evian, Vittel ou Vichy. Vichy, non. Vittel, ouais. Pour Infolive.tv, je suis en direct avec Fabien Rafovitch qui a réalisé et produit une série de courts-métrages sur la Shoah et sur la mémoire, plus exactement. Fabien Rafovitch, bonjour. Vos reportages et vos courts-métrages, plus précisément, sont diffusés sur Infolive.tv. Ils éveillent un énorme intérêt, également beaucoup d'interrogations sur la démarche suivie par l'artiste, donc par vous-même. Qui êtes-vous, Fabien Rafovitch? D'où provient cette volonté de parler de la Shoah d'une manière différente? Bien, d'abord, je suis un artiste et aussi un professeur d'art. Et donc, la question de la Shoah s'est posée à moi avec acuité, car je suis petit-fils de déportés. Et j'ai toujours en mémoire que l'entreprise de destruction qu'incarne la Shoah a, dans un temps extrêmement court, mêlé dans une mort brutale des générations différentes, des enfants, des vieillards, des nourrissons, des hommes et des femmes de tout âge. Aussi, c'est le temps qui a été bouleversé, et donc il m'est apparu important de construire la figure du témoin post-événement, d'un témoin qui est jeune, qui semble braver la mort, qui semble braver le temps qui passe, qui devient un incontournable témoin de l'irréductible résistance à l'oubli. Est-ce que, d'après vous, cette démarche est une démarche qui peut également convenir à d'autres tragédies, d'autres drames historiques, ou alors elle est spécifique à la Shoah du peuple juif? C'est une question extrêmement intéressante. Je pense en général que l'incarnation d'une tragédie au travers de la création dans le domaine artistique est un élément fondamental, car elle permet en fait au spectateur ou au lecteur de ressentir ce qu'il n'a pas vécu et donc de partager une époque, une conscience.
Maintenant, concernant spécifiquement la Shoah, la question que je me suis posée était la suivante. Est-ce que ce film aurait pu être fait par un artiste non juif? Je pense. Quelle est la réponse donc? Je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez, que ma filiation était déterminante dans la volonté de réveiller une conscience, la conscience d'un jeune homme qui n'avait pas vécu cette tragédie, mais qui voulait à tout prix, au travers de son travail, faire comprendre, faire connaître, faire ressentir aux autres personnes de sa génération cette tragédie. Il y a aujourd'hui en Europe, ce n'est pas un secret, un réveil non pas seulement de juifs qui se remémorent, mais également un réveil du fascisme, du néonazisme, de gens qui font une négation totale de la Shoah. Est-ce que votre démarche peut aider, en tout cas peut faciliter l'apprentissage, entre guillemets, de la Shoah chez les non-juifs? Écoutez, je pense que c'est une question fondamentale. En fait, ce que vous évoquez, c'est la question, je dirais, du formatage de la mémoire, ou du témoignage de la mémoire. Aujourd'hui, il existe, disons, une manière officielle de présenter la mémoire, une manière scientifique. Elle est incontournable et elle est fondamentale. Vous parlez donc là de l'historien? Exactement. Mais je pense que cette mémoire doit être, je dirais, appuyée sur une autre mémoire, celle du ressenti, et donc celle qui peut être véhiculée par tout artiste. Et donc c'est mon travail. Vous n'avez pas peur que l'artiste et l'art en général, au service de la mémoire et là de la mémoire de la Shoah, n'éveille pas quelques controverses et peut-être certaines personnes puissent voir ou pourraient voir cette démarche un peu avec une certaine critique négative? Écoutez, d'abord je pense au départ que l'art est l'objet de la critique par définition. L'art a pour objet d'être questionné. Mon travail à moi, c'était de sortir du témoignage monumental, sortir de la commémoration, je dirais, figée de la cérémonie, pour réintroduire, je dirais, la vie au cœur de la mort. Je voulais, si vous voulez, que ceux qui étaient morts, ceux qui sont morts n'étaient pas des icônes. Ils vivaient, ils avaient des problèmes, ils avaient des questionnements, et c'est ce que j'ai voulu mettre au cœur de mon travail. C'est-à-dire avoir une dimension humaniste, tournée vers l'homme au centre de la vision perspectiviste, l'homme au cœur de la tragédie, plutôt que la tragédie qui sclérose toute parole. Fabien Rafovitch, je vous remercie pour d'abord pour cette intéressante interview, puis également pour ces courts-métrages passionnants qui continuent à être diffusés sur infolive.tv. Je sais que vous avez un autre projet pour l'avenir sur le 11 septembre, mais je crois que c'est encore quelque chose qui n'est pas rendu public, n'est-ce pas? Alors pour l'instant ce n'est pas public, mais effectivement je travaille toujours sur la problématique de la mémoire, de notre rapport à l'humanité. Je pense que ce rapport à l'humanité aujourd'hui se pose avec beaucoup d'acuité. Bien, nous serons donc avec vous lorsque cette œuvre sortira publiquement pour être, avec votre permission, un des vecteurs pour la diffuser sur infolive.tv, également pour que le monde entier, en 4 langues, puisse la connaître. C'était Olivier Rafovitch en direct de Jérusalem pour infolive.tv. Avec nous aujourd'hui, le réalisateur, le producteur, Fabien Rafovitch, qui parlait donc de court-métrage et de post-témoignage sur la Shoah. Merci.